Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Malek Bouti, député socialiste du département de l'Essonne. Malek Bouti, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger aujourd'hui, Bernard Gors du quotidien La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Malek Bouti, tout le monde vous connaît, vous venez du milieu associatif, vous avez été président de SOS Racisme, vous avez été élu pour la première fois en juin dernier député de la République dans la circonscription de Julien Dray, dans l'Essonne, après bien des vicissitudes. On vous reproche parfois votre franc-parler, on dit que vous avez été tenté par l'ouverture avec Nicolas Sarkozy. Vous n'avez pas que des amis au PS, cela vous a peut-être empêché d'être pourquoi pas député de la ville dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, on en parlera. Vous avez 50 minutes devant vous pour vous faire de nouveaux amis au Parti socialiste. Et on commence par l'actualité de la semaine. Jean-Marc Ayrault a annoncé hier qu'il avait tranché. Le projet de loi ouvrant le droit au mariage pour les homosexuels sera présenté en Conseil des ministres le 31 octobre prochain. La loi dira le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Malek Bouti, ce projet de loi vous convient ? Oui, d'abord parce que je ne le découvre pas à la dernière minute en tant que parlementaire. Il a fait partie du programme d'abord du Parti socialiste, celui de François Hollande. Ça a été un élément qui n'a pas été évidemment beaucoup débattu dans le contexte économique et social et dans la campagne électorale, mais on ne peut pas dire qu'il a été caché dans le programme socialiste. Il a été affirmé, il faisait partie des 60 propositions de François Hollande. Et je pense que il ne faut pas le prendre comme étant une révolution, je ne crois pas. Je crois que ça fait partie un peu de l'évolution du Code civil. C'est peut-être la suite logique du Pacs qui a été une première étape, on se souvient, très difficile pour la société française et qui maintenant formalise à travers le mariage. Romain Masneau pour RCF. Alors on assiste tout de même à une fronde de plusieurs maires qui lancent une pétition et qui disent qu'ils ne célébreront pas de mariage homosexuel et qui disent que finalement leur conscience prime sur la loi, sur la future loi si elle est votée. Vous comprenez ces positions ? Je dirais, les maires, c'est une chose, je pense que la première explication qu'on doit, c'est aux gens qui, pour des raisons extrêmement sincères de conviction, leur rapport à la vie, leur rapport à leur conviction profonde, leur foi. Je suis moi-même issu d'une famille extrêmement religieuse, très pieuse même. Et je comprends qu'on puisse être en désaccord, qu'on puisse même ne pas comprendre. Mais il faut bien comprendre que ce projet de loi ne viole les consciences de personne. Il n'y a aucune obligation. Elle ne crée pas de nouvelles normes de fonctionnement de la société. Elle touche au Code civil. Tout de même, parce que vous changez le Code civil, donc vous changez le mariage pour tout le monde. Mais une question vous ne créez pas Dauphren. une case supplémentaire, vous changez le mariage de tous. Absolument. Donc vous créez au contraire un changement dans la nature même du mariage que vous imposez à tous. Oui, mais je vous ferai remarquer que le mariage est inscrit dans le Code civil, mais que si vous regardez l'évolution de la société, aujourd'hui, il me semble par exemple que la majorité des enfants naissent hors mariage. C'est-à-dire en dehors même de la procédure du Code civil qui, avant, était peut-être une norme, qui était une norme juridique, mais qui était aussi une norme sociale et culturelle. Aujourd'hui, pour changer le mariage, pour ceux qui souscrivent au mariage, est-ce une raison de changer cette norme ? Là, vous nous dites les enfants naissent en mariage, d'accord, une partie d'entre eux, mais pour ceux qui se marient, est-ce que c'est légitime de changer le Code civil de ceux qui se marient normalement? Ça ne changera rien. Un couple, je dirais, hétérosexuel, un homme, une femme qui veulent se marier, peuvent se marier dans les mêmes conditions exactement qu'avant. Sauf que si vous changez certains articles du Code civil sur les obligations entre époux, par exemple, ça change quand même la nature et la portée du mariage. On verra à l'étude du projet de loi précisément et de son contenu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a aucune liberté qui est remise en cause. On n'oblige à rien du tout. Simplement, on offre, je dirais, un dispositif supplémentaire à une partie de la population qui ne l'avait pas jusqu'à là. C'est l'évolution des sociétés, c'est l'évolution des mœurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve pratiquement mot pour mot. Peut-être la formalisation par le mariage est-elle mal comprise, hein. Il ne s'agit pas du mariage religieux, ni dans les mosquées, ni dans les synagogues, ni dans les églises qui est concerné. C'est le mariage à la mairie. À partir de ce moment-là, on est dans la suite du débat sur le Pacs. Véritablement, on avait dit beaucoup de choses et aujourd'hui, je pense que tout le monde
constate que dans la société, il n'y a pas eu de bouleversement parce qu'on a institué le Pacs. Donc je pense que ce projet est un projet qui donne, je dirais, des droits supplémentaires à ceux qui souhaitaient se marier, sans enlever le moindre droit, le moindre élément de conscience aux autres parties de la population. Une question de Bernard Gors pour la Croix. Oui, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de méthode finalement, vous n'avez pas voulu le débat de la société sur cette question-là, puisque sur beaucoup d'autres sujets, qu'il s'agisse des questions sociales, des questions d'environnement, des questions de... François Hollande a été soucieux d'organiser la consultation préalable. Là, on a l'impression que il faut aller vite à la loi en zappant la phase débat, qui est importante pour ne pas fracturer la société. Bien sûr, je comprends qu'on puisse avoir ce point de vue, mais vous évoquiez la fin de vie, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense qu'on ne peut pas comparer un débat... C'est un débat de société. C'est un débat de société, mais dans les débats de société, il y a une quantité de choses qu'on ne peut pas mettre à plat en considérant... C'est pareil, Malek Bouti, derrière le mariage, on sait très bien qu'il y a l'adoption, les enfants, c'est pas rien, c'est un vrai débat de société. Puis derrière, il y a aussi, là, ce ne sera sans doute pas dans le projet de loi, mais il y a aussi la procréation médicalement assistée. Donc il y a tout ça dans le projet de loi, derrière. Déjà, attendons de voir les contours exacts de ce que le gouvernement va proposer à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale va en débattre, et je pense qu'il y aura un grand débat dans la société qui a déjà commencé. Mais ce que je voulais expliquer, et je pense que c'est avec toute sincérité, c'est qu'on ne peut pas dire que ce débat n'a pas commencé il y a un certain nombre d'années, et on peut remettre un certain nombre de débats qui ont eu lieu au Parlement, qui ont eu lieu dans la société au moment du Pacs. À ce moment-là, je pense que des choses extrêmement profondes ont été dites. Des désaccords, des accords, des convergences, des évolutions dans les esprits ont déjà eu lieu. Donc on ne peut pas faire comme si tout d'un coup, rien n'avait changé et que ce projet de loi arrive. Regardez, sur la parentalité, par exemple, il y a des experts, des psychologues, des psychanalystes, etc. Personne n'est d'accord là-dessus. Est-ce que c'est bien pour les enfants? Est-ce que c'est pas bien? Personne n'est capable de dire. Ça veut dire que finalement, ce débat-là, en tout cas, n'est pas abouti. Pas encore. Je pense qu'il y a un processus législatif qui va commencer au Parlement. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre, je dirais, d'organisations, de forces sociales qui vont elles-mêmes alimenter le débat public. Voilà, mais il y a quand même un principe en démocratie qui est incontournable. Et qui renvoie à la manière dont aujourd'hui on débat. Soit les élections sont un concours de personnes et de beauté, ou simplement d'humeur, ou soit on porte attention au contenu de ce choix politique. Or, si ça avait été une mesure, je dirais, totalement absente, par exemple, des 60 premières propositions de François Hollande, qu'on aurait sorti des cartons en disant... attendez, les gens n'étaient même pas au courant. Là, il y a eu un choix, il y a eu un vote démocratique qui a été confirmé par des élections législatives avec une majorité. Donc, quelque part, il y a quand même une légitimité démocratique qui ne peut pas être contestée. Alors après, on peut dire que face à cette légitimité démocratique, il y aurait des experts, un débat, mais on peut tout mettre dans ces cas-là à redébattre en permanence. C'est comme les affaires de référendum. Aujourd'hui, il y a toute une série de forces qui demandent un référendum sur ce sujet, un référendum sur le droit de vote des immigrés, un référendum sur l'Europe, un référendum. Et pourquoi alors avoir un Parlement? Pourquoi pas avoir une démocratie directe par Internet ou même par téléphone avec oui-non à chaque question qui apparaisse? Donc je veux dire par là que sans caricaturer le débat et sans remettre en cause la légitimité de ceux qui se posent des questions profondes, je peux en avoir moi-même sur la parentalité, par exemple, en tant que parlementaire. Et vous verrez peut-être qu'à mon avis, le vote au Parlement ne sera pas un vote de parti. J'en suis pratiquement certain que l'individualité des parlementaires, sa conscience, va jouer dans ce genre de débat, mais qu'en tout cas, il aura lieu. Voilà. Bernard Gors. Vous êtes député donc d'une circonscription populaire. Absolument. Une question se pose. Est-ce que le PS, sur ce sujet du mariage, mais sur d'autres questions de société aussi, je pense au droit de vote des étrangers, je pense aussi, on en parlera tout à l'heure, à la légalisation du cannabis. Est-ce que le Parti socialiste ne risque pas de se couper de l'électorat populaire sur des sujets où il est plus proche finalement d'un électorat un peu bobo que d'un électorat qui habite dans les quartiers ou dans la France profonde? Alors, je vais faire deux remarques. D'abord, je ne voudrais pas qu'on plaque sur les classes populaires une identité qu'elles n'ont pas. Ce n'est pas parce que les gens sont issus de milieux modestes ou sont loin de la capitale, qui sont particulièrement, je dirais, fermés à toute évolution de la société et non concernés par ce genre de sujet. Bon, quand même faire attention parce que sinon, on a tendance à caricaturer et la mise en mouvement de ce mot de bobo dans le paysage politique depuis quelques années finit par un peu me surprendre. On a l'impression quand même qu'il y aurait des Français qui seraient, je dirais, déjà dans le 22e siècle, dans les centres-villes, et puis d'autres qui seraient un peu, on va dire...
des Cathy, etc., y compris pour pouvoir entendre les arguments des deux côtés. C'est un débat, à mon avis, qui va être transversal dans l'ensemble des couches sociales. On sait que les débats profonds comme ça de conscience traversent l'ensemble des catégories sociales. La seconde chose, c'est que ce risque peut exister. Et je vous l'accorde. Il existera quoi? Si le Parti socialiste au gouvernement pense d'un certain point de vue qu'on peut combler les difficultés économiques et sociales par une sorte de supplément d'âme sur les sujets de société, ce serait une grande erreur. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, les gens vont dire, d'accord, on veut bien que les sujets de société avancent, mais si on n'a pas de travail, si on vit dans des conditions de logement insalubres, si on est face à la violence au quotidien, vous comprenez, peut-être que ce n'était pas la priorité. Donc il y a un risque, c'est vrai, et il faudra en tant que parlementaire aussi, et dans le calendrier parlementaire, avoir ce débat avec le gouvernement. Il ne peut pas simplement, je mets des guillemets dans mon propos, payer ses électeurs en mesure symbolique et non pas avec ce qu'il y a dans l'assiette. On sait qu'un ventre plein pense mieux qu'un ventre vide. Malek Bouti, on reste dans l'actualité. Cette nuit, la cour d'assises du Val-de-Marne a acquitté 10 jeunes prévenus qui étaient accusés de viol en réunion, de tournante, pour être clair, sur 2 jeunes filles. C'était dans la banlieue de Fontenay-sous-Bois. Un seul des accusés, des 14 accusés, va aller en prison et encore il bénéficiera sans doute d'un aménagement de peine. Alors c'est vrai que les faits remontaient à 13 ans, mais certains parlent ce matin d'un véritable naufrage judiciaire. Le naufrage judiciaire, à mon avis, il est en amont. S'il faut 13 ans à des jeunes filles dans notre pays, dans notre démocratie, pour pouvoir ne serait-ce que se voir reconnaître leur statut de victime dans ce genre de comportement, c'est extrêmement grave. Je ne peux pas être en mesure, moi, j'ai suivi comme beaucoup de Français cette affaire à travers la presse, je ne connais pas les éléments de dossier, et quelles que soient les convictions qu'on peut avoir par rapport à ces comportements, et la mienne est extrêmement claire, j'ai vraiment de la répulsion contre cette violence qui est commise, et je sais qu'elle existe, et qu'elle est très présente, beaucoup plus que ce qu'on en parlait. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'affaires qui existent que celles qui finissent en justice, mais en même temps, les principes de la justice sont incontournables. Je ne suis pas en mesure de dire est-ce qu'on envoie les gens en prison parce que la presse en a parlé. On ne commande pas une décision de justice, mais quand absolument. même. Maintenant, ce n'est pas de commenter. On peut commenter une décision de justice, mais je ne connais pas le fond du dossier. Donc je ne peux pas juger chaque individu et savoir s'il méritait ou pas de la prison. Ce qui est sûr, c'est que le naufrage judiciaire, c'est aussi un naufrage de société, d'abord. La justice, de ce point de vue-là, on peut lui lancer la pierre, mais derrière, il y a quand même... Et je le vis au quotidien, j'ai tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs années là-dessus, l'idée qu'il y a quand même, en matière de sécurité, de droit à l'intégrité physique, le droit à l'intégrité morale, une France à 2 vitesses. Il y a une France, il y a des crimes, il y a des voyous partout. Mais il y a des zones où il y a un taux de tolérance à ce genre de comportement qui est extrêmement élevé, au point que, ce que vous disent les gens, vous vous plaignez de ça, on vous dit mais à quoi ça sert, pourquoi porter plainte, est-ce que vraiment c'est essentiel? C'est là où il est le scandale. Le naufrage, il est... dans ces ghettos, dans cette violence qui s'est incrustée comme étant un paysage quotidien. Et pour les filles des banlieues, c'est terrible. Pour les filles des banlieues, c'est terrible. J'avais beaucoup aidé, beaucoup participé à l'émergence du mouvement Ni pute ni soumise, et Dieu sait que ça avait fait beaucoup parler à l'époque, et on me disait, on stigmatise les quartiers, etc. Et je pense que c'était un mouvement qui est extrêmement utile et qui est un combat encore à mener pour les filles, mais pour d'autres catégories, y compris pour Aujourd'hui, ces violences, y compris sexuelles, atteignent même les jeunes hommes, dans un certain nombre de quartiers. Je pense qu'il y a une prise de conscience du combat à mener contre cette violence, contre cette décomposition sociale qui est extrêmement forte. Et peut-être qu'il faut faire attention parfois à ne pas simplement s'attaquer au final du résultat, mais en amont. Comment se fait-il que des jeunes femmes dans notre pays puissent mettre autant d'années à voir leur statut de victime être reconnu? Comment se fait-il que beaucoup d'entre elles n'osent même plus porter plainte? Comment se fait-il qu'une victime soit obligée de quitter son quartier, elle, et que ce ne soit pas les voyous qui la quittent? Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par cette affaire. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Est-ce que cette violence est due en partie au phénomène de l'immigration, Malek Bouti? Non, je ne crois pas. Moi, j'assume mon propos et je sais qu'on m'a plusieurs fois interpellé. Tout le monde connaît la polémique soulevée par M. Zemmour sur la preuve que c'est les immigrés, c'est que regardez ce qu'il y a dans les prisons. On peut inverser la logique. Il n'y a qu'à voir les catégories sociales, le niveau de vie, et on y reviendra dans l'émission, de l'immigration, de la misère qui arrive, qui s'installe, la manière dont elle est traitée, de la politique urbaine telle qu'elle a été constituée dans un pays où, auparavant, sans le magnifier, il y avait quand même un minimum de mélange social dans les villes. Tout le monde connaît ces logiques d'immeubles où il y avait la concierge en bas, les bourgeois au milieu. Et oui, mais c'était le même peuple à l'époque. Voilà, c'était le même peuple, ça c'est votre
considération. Vous savez, le peuple... C'était pas un problème d'immigration. Oh, ça dépend. Moi, je sais que quand il s'agissait des Polonais et des Italiens, on utilisait exactement. Cassine qui arrive de la Bretagne. Oui. Oui. Terme pour terme, les mêmes propos. Donc, je ne crois pas, moi. Je ne crois pas qu'il y ait un gène. Voilà, qui est un gène spécifique à un certain nombre de populations qui les amène là. Par contre, ce qui est un vrai... aspect culturel, c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a un aspect Non, culturel, parce que- simplement le seuil de tolérance à la violence, est-ce qu'il est lié aussi au déracinement, à l'urbanisation, à des phénomènes qui sont liés bien sûr, au c'est phénomène migratoire? Évidemment, c'est des éléments qui peuvent jouer. Il y a d'autres éléments qui peuvent jouer. Je veux dire, quand on voit la manière dont, par exemple, on a traité le statut juridique des parents, et qu'après on se plaint de la perte d'autorité et de l'éclatement des noyaux familiaux dans ces quartiers-là, c'est pas surprenant. Moi, comme je le dis toujours, je suis toujours interloqué de voir les autorités publiques, de la préfecture à la mairie, en passant par l'ensemble des élus, parler aux jeunes. D'accord, les jeunes, mais les parents. C'est eux qui devraient être les interlocuteurs. Comprenez, on est déjà dans des familles, j'en suis l'expérience même. Moi, à 7-8 ans, après mon CP quasiment, je remplissais les dossiers administratifs chez moi. Je faisais montrer mon livret scolaire à mes parents, mais ils ne savaient pas lire et écrire. Dans notre pays, on n'est pas capable de faire des cours d'alphabétisation, des cours de parentalité. On n'est pas capable d'accompagner un processus d'intégration pour d'abord faire que les parents se sentent bien dans ce pays pour qu'ils puissent jouer leur rôle de parents. Après, est-ce qu'il y a des dimensions culturelles spécifiques ? On pourrait le croire, sauf que quand on voit la multiplicité de l'immigration, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord, ce ne sont pas les mêmes civilisations, les mêmes codes, et pourtant on retrouve les mêmes difficultés. Donc ça relativise le jugement culturel. Alors ça nous amène à cette étude de l'INSEE sur les jeunes issus de l'immigration qui a été publiée hier. Ce sont les jeunes issus de l'immigration en Île-de-France. Et là, bonne surprise, on va le voir, 90% de ces jeunes issus de l'immigration se sentent français. Et ça rejette ça un petit peu une idée reçue. Alors il faut corriger tout de suite, parce que si 90% de ces jeunes se sentent français, il y en a 66%, c'est-à-dire les 2/3, qui pensent que les Français, eux, ne les regardent pas comme des Français. Vous êtes surpris par ce chiffre ? Non, pas tellement, parce que j'ai été président de SOS Racisme, j'ai beaucoup parcouru le terrain, et je pense qu'on est dans un pays où, ce qui est normal, à force de mettre la loupe sur les difficultés qu'on connaît, on en oublie l'essentiel. On est quand même dans un pays qui a une machine à intégrer, et le mot peut choquer, mais c'est une réalité à assimiler qui est extrêmement forte. L'école républicaine, le quadrillage du pays, la culture, la force du français, qui est une langue, même à l'échelle internationale, alors qu'on est très peu à la pratiquer, qui reste extrêmement dominante, qui fait que c'est un pays où on s'enracine très vite, très rapidement. Et dans cette étude, on a beaucoup parlé de ce chiffre de 90% d'enfants d'immigrés qui se sentent français, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est le nombre d'étrangers non français, de nationalité, qui se sentent français, on dirait un peu de cœur. Et je le vois chez les vieux immigrés qui ont toujours rêvé de retourner au pays, mais qui, sur le fond, continuent à garder quand même un pied dans cette société parce qu'ils l'aiment bien. Donc je pense qu'il y a quand même... c'est aussi un signe de confiance, pas simplement à l'égard de cette jeunesse, mais aussi à l'égard de notre propre pays. Voilà, après, il y a des difficultés qui peuvent exister, la perception qu'on a, mais je dirais que c'est un signe encourageant pour tous ceux qui n'ont jamais désespéré de la France. Romain Masneau, RCF. Dans cette étude, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent souffrir de discrimination. Est-ce que vous regrettez que l'idée du récépissé lors des contrôles d'identité pour éviter le délit de faciès ait été enterrée ? Oui, je le regrette énormément. Et vous dites enterré pour l'instant, il a été mis de côté, on dirait, d'une manière subtile, mais le débat n'est pas clos. Et en tout cas, en tant que parlementaire, je ne me contenterai pas du fait qu'un certain nombre de syndicats de police aient dit non, on n'en veut pas, pour dire si les syndicats de police n'en veulent pas, on n'en fera pas. Pourquoi ? Parce que vous savez, on a toujours parlé de ce récépissé par rapport aux jeunes contrôlés. Or, il y a une dimension qui est par derrière, qui est beaucoup plus profonde, qui est quelle politique de sécurité on mène dans ces quartiers. Jusqu'à présent, vous avez une sorte de politique de zonage. On contrôle une population. Or, moi, j'aimerais que la police française et la justice ne contrôlent pas une population, mais s'attaquent aux voyous. Parce qu'aujourd'hui, si pour arrêter quelqu'un dans un quartier, vous avez besoin d'avoir 50 policiers, voire appeler le raid, même pour un petit voyou, c'est parce qu'on a réussi, par ces erreurs de techniques de sécurité, à créer, si vous voulez, un milieu favorable aux voyous. D'un certain point de vue, le voyou est dans son quartier comme un poisson dans l'eau, comme dirait l'expression. Or, il faut vider le bocal. Il faut recréer non pas un lien, parce que ce serait beau, mais il faut une technique. C'est une lutte à une dimension politique, la sécurité aujourd'hui. Et il faut donc qu'une partie de cette population
non seulement reprennent confiance, mais d'un certain point de vue, c'est pas ce qui aident se la passe police. à la BAC qui va redonner confiance dans la police. Dans Oui, les mais quartiers. vous voyez, ça peut paraître surprenant, mais je ne jetterai pas l'opprobre sur l'ensemble de la police parce que quelques-uns d'entre eux ont eu des comportements déviants. Ce serait une faute, là aussi. Je veux dire, ce que j'applique à la jeunesse des banlieues, je ne l'appliquerai pas à la police. Je ne vois pas pourquoi je dirais de la police une généralité sous prétexte qu'on a attrapé un certain nombre de fonctionnaires qui sont dans la dérive. Il y en a beaucoup qui ont du courage. Je veux dire, quand on connaît le salaire d'un policier, quand on connaît son travail dans la banlieue, honnêtement, on leur tire leur chapeau. Bernard Gors. Sans entrer trop dans la technique, le gouvernement veut reprendre complètement la carte des zones urbaines sensibles, les US. Il s'agit de passer de 750 zones, je crois, actuellement, à 100. Donc il s'agit vraiment de cerner les efforts sur les lieux où il y a le plus de besoins. Est-ce que ça vous paraît effectivement être une bonne solution, vous qui avez notamment Grigny, qui est un lieu particulièrement difficile sur le plan de la sécurité dans votre circonscription? La pente me paraît intéressante, mais on s'arrête au milieu du chemin. Ma conviction, elle est la suivante, c'est que la politique de la ville, elle a échoué. Elle a échoué, quels que soient les gouvernements, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de telle ou telle mesure. Elle a échoué parce qu'on a quand même un bilan qui est extraordinaire. On a déversé des sommes conséquentes pendant plus de 20 ans dans ces quartiers. Et quand vous discutez avec les gens, vous avez deux remarques. La première, c'est qu'on y vit plus mal aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est quand même dingue comme résultat. C'est-à-dire on vit plus mal après. Où va l'argent là? Voilà. L'autre, dans le bâti. Ouais. Dans le bâti, dans les rénovations de rénovation, dans les innovations de rénovation. Moi, je sais que dans la ville de Grigny, il y a un petit calcul qui est très intéressant, c'est que si on avait pris l'ensemble de l'argent qui a été donné dans cette ville, on aurait pu donner à chaque habitant de la ville un pavillon avec 200 mètres carrés de jardin. Vous voyez ? Bon. Alors, je me dis que pour le même prix, on aurait changé la vie totalement des gens. Je ne sais pas que je suis pour les zones pavillonnaires, c'est pas tellement mon truc, mais je veux dire par là qu'il y a eu une erreur considérable. Pourquoi ? Parce qu'un effet d'aubaine s'est constitué dans les villes. En fait, l'argent de la politique de la ville, elle a été utilisée pour sous-traiter les quartiers. Et moi, qui voyage beaucoup en France, j'ai vu une chose. Les quartiers se sont dégradés, mais les centres-villes se sont embellis. Et donc, le jeu n'a pas marché. Donc, non seulement il faut concentrer, mais pas sur 100. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Aujourd'hui, l'État n'a les moyens que de changer réellement la vie dans 15, 20 quartiers. Mais ça aurait une exemplarité parce qu'il y a une rupture de confiance. Aujourd'hui, dans les quartiers, plus personne ne pense sincèrement que la puissance publique est capable d'endiguer la dérive qui s'est entamée. Donc, non seulement il faut concentrer, mais il faut aller plus loin dans la concentration. Il faut transformer la politique de la ville qui visait à simplement aménager un ghetto à une capacité vraiment à retransformer ces quartiers et à en faire des endroits où il fait bon vivre. Ça, ce serait un challenge. Donc, il faut tirer... Quand on voit que quelque chose n'a pas marché, il n'y a rien de pire que de faire qu'un demi-pas. Il faut aller au bout du débat. Louis Dauphren. Vous avez employé l'expression tout à l'heure, vider le bocal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en parlant des quartiers? Je veux dire par vider le bocal que, si vous voulez, quand vous avez dans un quartier une concentration de tous les cas en difficulté sociale, une concentration des personnes issues de l'immigration, ethniquement, des quartiers qui deviennent des quartiers black, beurre, etc., quasiment à 100% parfois. Quand vous avez... Malek Bouti, les races n'existent pas, hein? Parce que là, vous employez quand même un terme si qui qualifie les gens par leur origine. Moi, je croyais que le mot race avait disparu du dictionnaire. Hein. Non, mais si vous voulez, on parle en politiquement correct. Donc, si vous voulez, quand vous avez des personnes issues de l'immigration, dont l'apparence extérieure apparaît... Alors, c'était une remarque de Louis Dauphren. Vous allez vous faire attaquer par SOS Racisme, là, hein? Non, je ne crois pas. Je m'exprime, je dirais, avec liberté parce que j'essaye de défendre des convictions. Non, alors sérieusement, reprenez votre propos. Je veux dire, quand tout se concentre là-dedans, quand en plus, vous avez cette politique de zonage, vous créez les conditions favorables au développement d'un gangstérisme très organisé qui lui progresse, qui évolue. Quand il y a des émeutes, Amiens-Nord par exemple, il n'y a pas d'interpellation. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'interpellation. Non, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, donc on ne comprend pas le camp choisi par l'État, si vous voulez, les forces de l'ordre. Est-ce que l'État défend d'une certaine façon les voyous en les laissant dans les quartiers? Il pourrait décider du jour au lendemain de les arrêter, il les connaît tous. Je vais vous donner un exemple. Dans le gouvernement Pourquoi est-ce qu'on les précédent laisse en liberté ou dans celui d'avant, on avait un ministre de l'Intérieur qui s'appelait M. Nicolas Sarkozy. On ne peut pas, a priori, présupposer qu'il était ami avec les voyous. Et y compris quand il était à la chef, quels sont leurs résultats? Qu'est-ce que ça a produit? Il y a un problème de méthode, c'est-à-dire on n'a pas compris qu'on était parti. Ce n'est pas le même problème qu'il y a 20 ou 30 ans. Petit à petit, dans un effet boule de neige, se sont agrégés toute une série de problèmes autour de cette délinquance, qui demanderaient à chacun des réponses, mais qui en fait aujourd'hui non plus un problème policier, mais un problème
politique. Si vous discutez aujourd'hui avec la police, quel est leur sentiment profond? Pas simplement. Bien sûr, les syndicats de policiers, c'est des moyens, de l'argent, des troupes, d'accord. Mais plus profondément, ils ont le sentiment qu'on leur demande de régler un problème politique et social que le politique lui-même est incapable de régler. Donc voilà, le politique ne veut pas. Ne peut pas. Parce qu'il y a une erreur de diagnostic. Quand vous faites une erreur de diagnostic, vous avez beau bourrer de médicaments la personne, elle continue à être malade, voire ça empire. C'est donc pas un problème de ne veut pas, c'est un problème de compréhension des phénomènes qui sont en cours. Voilà. Manuel Valls est un bon ministre de l'Intérieur? Je crois, oui. Je crois que les premiers pas, par son discours, par les pistes qu'il a ouvertes, par son dynamisme, on le voit dans l'opinion publique, il a conscience qu'il a un challenge extrêmement important. Après, vous savez, les ministres de l'Intérieur, contrairement aux autres ministres, le plus dur pour eux, c'est la fin. Au début, vous tirez les constats, vous êtes très actif, mais il sera jugé, lui, comme l'ensemble du gouvernement, sur les résultats et pas simplement sur la volonté. Une dernière question, puis on va marquer une première pause. Est-ce que vous êtes favorable au vote des immigrés non communautaires aux élections locales, comme l'avait promis François Hollande dans sa campagne? Vous savez, moi, quand j'étais dans ma vingtaine, et que j'étais SOS Racisme militant, j'ai fait signer des pétitions. Je me souviens que j'avais même participé à une délégation qui avait remis plus de 500 000 signatures pour le droit de vote des immigrés, etc. Donc, je connais très bien ce débat. Mais je pense que les choses ont changé. D'un certain point de vue, je dirais presque que c'est trop tard. Cette réponse, elle était adéquate avec ce qu'était la France des années 70 et l'immigration des années 70, qui était une immigration qui elle-même se vivait de passage et dont on pouvait se dire que cette mesure est une manière d'accompagner son intégration. Aujourd'hui, on le voit avec le rapport qu'on a évoqué précédemment, ce sont des populations qui se sont enracinées, qui deviennent françaises. Et j'ai l'impression qu'on est à contre-temps. J'ai plus qu'un doute. Je crois qu'aujourd'hui, on risque, peut-être si on va jusqu'au bout de cette mesure, d'incruster une sorte de caractère étranger à des populations qui vont vivre définitivement sur notre territoire. Et donc, je préférerais, si vous voulez, qu'on accompagne les gens à rentrer dans la communauté nationale plutôt qu'on leur donne un demi-droit de vote. Je finirai sur un point précis. J'ai reçu dans ma permanence un cas très concret et qui explique, parce que c'est un débat théorique, mais quand on en parle pratiquement, c'est très fort. C'est une dame qui est à la retraite, qui est d'origine des pays de l'Est, qui a vécu plus de 45 ans en France, et qui s'est dit, voilà, en fait, je ne retournerai jamais là-bas. J'ai envie de finir ma vie en France et même d'être enterrée en France. C'est mon pays. Et elle a voulu demander la nationalité française. Et entre-temps, on a fait tellement de lois qu'on lui a demandé de passer un concours d'écrit pour voir si elle maîtrisait le français. Elle n'a jamais été à l'école quand elle était enfant. Elle n'a jamais appris à écrire le français. Eh bien, elle n'a même pas le droit de déposer le dossier. Et donc, si vous voulez, dans ce débat-là, on va être pris entre deux étaux. On va dire, ah non, on est contre le droit de vote des étrangers, mais en même temps, ils ne peuvent pas devenir français. Il faut faire un choix maintenant. Et moi, le choix que je fais, c'est d'agrandir et de fortifier la communauté nationale. Merci Malek Bouti. Fin de cette première partie. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Malek Bouti, député socialiste de l'Essonne. Pour vous interroger, Bernard Gors de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Le week-end dernier, la police a arrêté une douzaine de personnes soupçonnées de visées terroristes. Selon les spécialistes, il y aurait en France environ 200 de ces jeunes, fraîchement convertis souvent, et qui auraient des visées du djihad. Ça vous inquiète? Bien sûr, qui ne serait pas inquiet à l'idée qu'on a au cœur de notre pays des gens qui seraient prêts à passer à l'acte dans la violence, dans le terrorisme. Et je pense qu'il faut la plus grande sévérité, la plus grande attention, et là encore, une pratique en amont extrêmement forte. L'affaire Mera nous a malheureusement enseigné que même un individu isolé est capable de passer à l'acte, à voir après si l'enquête montre qu'il était si isolé que ça. Il y a eu quelqu'un l'avant. Oui, mais je pense que la confusion peut-être dans la société française, et c'est là-dessus qu'il faudra faire nation. Moi, je ne crois pas au terrorisme spontané. Je pense qu'il y a quelques individus qui peuvent passer à l'acte avec des couteaux ou avec des choses comme ça, mais le terrorisme, c'est toujours une organisation par derrière. Et mélanger le fait religieux et le fait terroriste, c'est peut-être déjà rentrer dans une confusion qui évite de bien voir les choses. Il y a
indéniablement une école terroriste internationale qui s'est constituée autour d'Al-Qaïda et de ses filiales, si je peux dire, et qui est très spécifique. Et souvent, j'entends, puisque c'est le mot qu'on entend le plus depuis la rentrée, le salafisme, mais vous savez, vous pouvez avoir des gens qui ont une pratique extrêmement rigoureuse de leur pratique religieuse, une conception, quoi qu'on en pense, extrêmement fermée même de leur religion, mais qui ne passerait pas à l'acte terroriste. Je pense il serait temps de clarifier un peu à quoi on a affaire, qui sont les adversaires de nos démocraties et d'agir sur le terrain policier. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude qui existe et qui doit être prise en compte avec le plus grand sérieux par l'autorité de l'État. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Quel est le profil de ces jeunes qui sont amenés à passer de la délinquance au terrorisme? Parce qu'il y a quand même une connexion. Là, vous semblez dire qu'il y a des filières extrêmement séparées, mais on s'aperçoit que les milieux sont quand même plus imbriqués qu'il n'y paraît. C'est toujours plus facile de recruter un petit voyou dans une filière terroriste qu'un étudiant qui est à l'aise dans ses pompes et qui vit bien sa vie. Bon, donc ce schéma-là, c'est un schéma qui existait déjà dans les pays qui ont vécu des vagues terroristes énormes, les pays du Maghreb ou au Moyen-Orient. Vous retrouvez exactement les mêmes profils, c'est-à-dire des cercles d'organisations terroristes constitués par des gens plutôt intellectuels ou des gens qui ont des capacités, mais qui recrutent dans, je dirais, des personnes qui sont capables d'aller jusqu'au bout de logique par des manipulations mentales, par des manipulations financières, etc. etc. Donc la connexion terrorisme-gangstérisme, en fait, elle est quasiment au cœur du dispositif du terrorisme islamiste. Dès le début, ça a déjà été comme ça. Et on retrouve ce schéma ici en France. Et c'est là-dessus aussi qu'il doit y avoir une intention. Pourquoi ? Parce que les terroristes se financent aussi par des filières gangstéristes. Les mêmes qui vont prêcher la bonne parole et la morale d'un côté, tel Janus, ont un autre visage où ils participent à des trafics de drogue pour se financer, par exemple. Alors il y a justement des quartiers entiers, voire des villes qui vivent en France du trafic. Question de Louis Dauphren. L'État laisse faire parce que c'est une façon d'obtenir la paix sociale. Non, vous savez, Malek Bouti, quand même. Non, je ne dirais pas ça, parce que vous savez, moi j'entends ces visions un peu complotistes où l'État laisserait faire alors les terroristes, la violence, les violeurs. Je ne crois pas, je veux dire, on a des gouvernements différents qui sont arrivés, on a des personnalités différentes, avec des intentions différentes. On ne peut pas soupçonner l'État de le laisser faire. Je pense qu'on est face à des problématiques qui sont extrêmement difficiles aussi à agir. On va prendre le sujet de la drogue. C'est très difficile parce que s'il y a des trafiquants de drogue, c'est qu'il y a aussi un marché de la drogue, c'est qu'il y a aussi des consommateurs. Bon, et dans toutes les couches sociales, et dans toutes les idéologies, et dans toutes les parties de la population. Et donc, il y a des problématiques nouvelles qui sont posées. La seconde chose, c'est que ce ne sont pas des villes ou des quartiers entiers. Par exemple, il y a une légende qu'il faut mettre à bas, cette idée de Robin des Bois, de trafiquants. On aurait des trafiquants liés par exemple à l'islamisme qui s'implanteraient parce qu'ils feraient une sorte d'action sociale. J'ai souvent entendu ça, mais ce n'est pas du tout vrai. Ce sont des gens qui sont d'un égoïsme sans limite, qui terrorisent leur environnement, et pas du tout qui leur viennent en aide. Et l'image d'Épinal qu'on a construit, du trafiquant, etc., qui va donner un peu de billets à son voisin qui est en difficulté, mon œil, au contraire, il le met, comme on dit, à l'amende dans les quartiers. Bernard Gors, pour la Croix. Oui, après l'affaire Mera, on a entendu des choses très inquiétantes et très choquantes. Mera serait devenu, pour une partie de la jeunesse d'origine musulmane de ces cités, un héros, et se développerait aujourd'hui de façon très très forte un espèce d'antisémitisme radical. Est-ce que vous constatez ça ? Je vais essayer de séparer les aspects de votre question. Je ne peux pas laisser dire que Mohamed Merah est un héros pour les jeunes de quartier. Comme ça, parce que quelqu'un aurait dit ça, ou parce qu'il y aurait 3 bombages qu'on aurait pris en photo et interviewé 3 mecs dans un coin. Tout de même, Malek Bouti, on a des témoignages de profs, d'enseignants qui ont eu, par exemple, des difficultés à faire observer une minute de silence. J'en doute pas, mais je veux dire, si on n'a pas le recul en tant qu'adulte de ce qu'est le monde des jeunes adolescents, de leur sens de la provocation. Je vais vous donner un exemple. On avait eu la même chose au 11 septembre. Oui, mais je vais vous donner un exemple. J'ai moi-même, un jour, j'étais animateur d'une maison de quartier, associative, et dans le propre quartier, le soir, je rentre à la maison et je vois un reportage sur le quartier. C'était les débuts de l'islamisme et des attentats. Et je vois 3 jeunes en cagoule. Ouais, nous, on va tout casser avec le langage cru et violent, etc. Et moi, je les reconnais. Et je sais que ce sont 3 étudiants qui sont alors pas du tout des voyous, qui sont pas du tout attirés par ça, etc. Et donc, je les vois le lendemain et je dis
c'est terrible ce que vous avez fait. Et ils me disent, ouais, mais bon, la télé cherchait ça, on a voulu déconner aussi, etc. Donc attention à cette société. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis attention à la généralisation, de dire les jeunes de quartier d'origine musulmane prennent Mera pour un héros. L'autre chose, qui est par contre un autre aspect de votre question qui est important, il y a un problème d'antisémitisme. Et il est clair, et il est répandu. Il est une conjonction de, je m'excuse de le dire, de deux cultures antisémites différentes, mais qui sont en train de faire une symbiose. Une culture antisémite européenne, au cas où on aurait oublié qu'en Europe, on a une certaine spécialité sur la question, et d'un antisémitisme qui vient aussi de populations qui viennent de l'immigration. Et là, je pense qu'une des grandes erreurs qui a été faite dans nos sociétés, c'est de penser que finalement, ce qui a été la Shoah, la mémoire, etc., allait définitivement fermer ce dossier-là. Je crois qu'il y a un gros travail et une reconquête des consciences, des barrières extrêmement fortes qui doivent être reconstituées. Là, je pense qu'il y a une action qui a été peut-être trop lâche au niveau de l'éducation, au niveau de la mémoire, au niveau de l'action et de la communauté juive, qui doit aussi se mobiliser. La loi est quand même extrêmement sévère dans ce domaine-là. Oui, mais c'est justement ce que je voulais dire. On ne peut pas simplement attendre de la loi. La loi est extrêmement importante, mais il y a des actions extrêmement fortes en matière éducative, de contact, qui doivent avoir lieu. Je pense que le repli comme on dit, des communautés les unes derrière les autres, produit aussi des effets extrêmement négatifs. La communauté juive, vous dites, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit question de Bernard Gors de Lacroix. Je pense qu'elle a cru pendant ces dernières années que la réponse à l'antisémitisme n'était qu'une réponse policière et judiciaire. Or, cette réponse, elle est donnée. Vous l'avez évoqué, la loi extrêmement sévère, la célérité des juges, l'action du ministre de l'Intérieur, ça, quels que soient les gouvernements, est extrêmement puissante. Mais quand un juge ou un policier agit contre un antisémite, c'est que déjà il a atteint un certain niveau. Or, c'est le petit antisémitisme du quotidien qu'il faut toucher. C'est l'expression être radin comme un juif. Ça crée des... Parce que vous voyez, on laisse les présupposés, les préjugés s'enraciner. Donc, il y a un vrai travail où la communauté juive aussi, qui est très organisée, qui est très ancrée dans cette société, doit aussi sortir un peu d'une logique de bunkérisation et aller mener un combat. Elle trouvera des interlocuteurs chez les musulmans, dans les gens des quartiers. Il y a beaucoup de gens qui refusent cet antisémitisme. Je trouve qu'elle ne le fait pas assez. Une question de Romain Masneau, RCF. On parle d'antisémitisme, certains parlent d'islamophobie, vous n'avez pas prononcé le mot, mais voilà, certains aussi s'offusquent des interventions de l'Église dans le débat public, par exemple sur le mariage homosexuel. Est-ce qu'en France, sous couvert de laïcité, il n'y a pas une défiance généralisée à l'égard de toutes les religions, finalement? Oui et non. D'abord, moi je me méfie d'une forme de relativisme des termes. Il m'est arrivé souvent, quand je faisais des exposés dans des écoles ou dans des débats publics, on me dit « Mais monsieur Bouty, l'antisémitisme, finalement, ça ne veut rien dire. Les sémites, c'est aussi les arabes, et tous les racismes se vaut. Monsieur Copé, le racisme anti-blanc qui existerait aussi, et puis tout se vaudrait. » Pour vous, c'est un fantasme, ça, le racisme anti-blanc? On pourra en rediscuter, mais je veux dire, tout ne se vaut pas. L'antisémitisme est très particulier. Il existe depuis des milliers d'années. Il a structuré beaucoup de sociétés, y compris, il faut savoir qu'il y a de l'antisémitisme dans des nations où il n'y a jamais eu de juifs. C'est vous dire si c'est vraiment très particulier. Il y a eu la Shoah. Alors si tout se vaut, à la fin on ne comprend plus rien. Et en général, quand on commence à dire ça, on finit par une sorte de bouillabaisse intellectuelle. On se dit, finalement tout le monde est un peu raciste. Ah oui, donc je peux l'être. Donc je pense que chaque chose doit être à sa place. Il y a une montée de préjugés contre l'islam en France. Il y a parfois une intolérance à l'égard, par exemple, d'institutions religieuses. Moi, je n'interdis pas à l'Église catholique de donner sa voix dans la société, comme peut l'avoir un syndicat. Elle a le droit de défendre ses convictions. Ça ne me choque pas. De la même manière que je ne suis pas choqué quand on me dit « Oui, mais les jours fériés sont chrétiens ou l'État paye des églises. » Oui, ça fait partie de l'histoire. Je veux dire, il faut avoir un rapport intelligent et dialectique avec l'ensemble de ce processus et essayer de trouver des points de convergence. Mais pas tout mettre à plat et pas tout relativiser. Alors, une illustration, on sait que beaucoup de ces jeunes djihadistes sont recrutés en prison. Et quand on regarde les chiffres sur le nombre d'aumôniers des différentes religions qui s'activent dans les prisons françaises, on est assez surpris puisque, d'après ce panneau, il y a 150 aumôniers musulmans pour toute la France, il y a 520 aumôniers catholiques et 260 aumôniers protestants. D'abord, il y a quelque chose de normal. Le fait musulman en France est un fait relativement récent, en tout cas en masse. Bon. Donc, ce serait surprenant qu'il y ait plus d'aumôniers musulmans que d'aumôniers catholiques. C'est une longue tradition, c'est un long travail. Ce travail dans les prisons, c'est une autre type d'organisation, parce que même l'aumônerie en tant que telle est très organisée, centralisée et
avec de la formation concernant par exemple l'Église catholique, alors qu'elle est souvent un peu improvisée dans un monde musulman dont je rappelle qu'il n'a pas d'église, pas de clergé et pas d'organisation centrale, ou en tout cas balbutiante et qui n'est pas capable. Par contre, sur ce fait dans les prisons, moi j'ai appris une chose qui est assez intéressante. J'ai appris que en fait, les aumôniers en prison étaient les seuls qui pouvaient aller dans la cellule sans aucun témoignage et sans aucune surveillance dialoguer, puisqu'il s'agit de l'intimité de la foi. Ce qui n'est pas le cas des avocats, ce qui n'est pas le cas des familles, ce qui n'est pas le cas des travailleurs sociaux. Tous les autres acteurs qui interviennent dans les prisons interviennent dans des lieux hors cellule et sous surveillance. Il y a peut-être là quelque chose qu'il faudrait modifier, parce que j'ai une grande confiance chez les aumôniers, y compris musulmans, mais on sait que parmi eux peuvent se glisser des gens qui sont capables d'avoir, on va dire, un double langage. Tenir un langage de respectabilité extérieure et peut-être qui, dans l'intimité d'une cellule, peuvent en tenir un autre. Alors, fin de cette deuxième partie. Malek Bouti, on se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Malek Bouti, député socialiste de l'Essonne. Pour vous interroger, Bernard Gors de La Croix, Louis Dauphren, Radio Notre-Dame et Romain Masneau, RCF. Malek Bouti, est-ce que vous avez voté le texte sur la ratification du traité budgétaire européen ? Oui, je l'ai voté, sans état d'âme. Je suis un militant pro-européen, même un peu plus large que l'Europe. Je pense que dans le monde que nous allons vivre, on doit au moins remercier ceux qui nous ont précédés d'avoir eu cette formidable idée de l'Europe. Je ne sais pas dans quel état seraient nos sociétés s'ils n'avaient déjà pas fait ces premiers pas. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises, il y a beaucoup de désaccords sur la gestion européenne, mais je n'ai jamais cru que la politique du pas en arrière finissait par nous faire un grand bond en avant. Je n'ai jamais cru à ça. Je crois qu'il faut assumer la difficulté de la période et je crois qu'il est plus que jamais temps de s'investir sur ce champ européen. Une question de Bernard Gors pour La Croix. Alors 20 députés socialistes ont voté contre, 9 se sont abstenus. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux ? Il faut les sanctionner. Est-ce qu'ils peuvent être encore dans la majorité quand on se prononce contre un texte aussi important pour l'actuel gouvernement ? Alors, moi, je ne suis pas pour la sanction disciplinaire. Mais les mêmes 20 députés ont voté hier l'autre aspect, la loi organique de gestion de l'Europe. Tant et si bien qu'on se pose une question politique à leur égard. Est-ce que c'était un vote qui était une sorte de ceinture de sécurité pour l'avenir ? Est-ce qu'ils n'ont pas voté contre simplement en se disant « au cas où tout tourne mal, nous on pourra dire que nous on n'est pas les socialistes comme les autres et on sauvera notre peau ». Et donc je pense qu'ils doivent avoir une clarification non pas disciplinaire mais politique et qu'un débat doit s'engager avec eux en disant pourquoi vous avez voté contre et en même temps voté pour la loi organique. Voilà, ça c'est, je pense, la clarification dont on a besoin. Quant au Parlement, son fonctionnement et le groupe socialiste, je vais vous donner une conviction. Moi je pense que la réforme du quinquennat, l'émergence de nouvelles générations au Parlement, je le sens, sa féminisation, va changer le rôle du Parlement. J'entends souvent parler du Parlement godillot, ce qu'il est un petit peu institutionnellement. Les pouvoirs du Parlement sont quand même relatifs dans notre démocratie, mais je pense que la réforme du quinquennat va émanciper le Parlement et je pense qu'on aura d'autres cas, peut-être pas d'indiscipline, mais de débats beaucoup plus difficiles. Le gouvernement aurait tort de penser qu'il a au Parlement une majorité courroie de transmission qui va lui faciliter la tâche aussi rapidement que ça. Comme sur le cumul des mandats, par exemple ? Sur les aspects les plus, on va dire, peut-être un petit peu réac, quoi, comme ça, de ceux qui s'accrochent à des pouvoirs, mais même sur d'autres sujets. On évoquait tout à l'heure les débats de société, le mariage pour tous, le droit de vote des immigrés. Vous verrez que le Parlement ne va pas être un Parlement le doigt sur la couture du pantalon. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans notre institution. L'onde de choc de la réforme du quinquennat, de l'inversion du calendrier, n'a pas fini de produire ses effets. Romain Masneau pour RCF. Mais pour revenir sur le fond de ce traité budgétaire européen, régulièrement lors des élections et notamment lors des européennes, le PS promet une Europe sociale avec des critères de convergence sociale en termes de salaire minimum, etc. Est-ce que là, vous n'abandonnez pas définitivement ce rêve d'une Europe sociale ? Absolument pas. Pour avoir une Europe sociale, il faut avoir une Europe plus intégrée économiquement. Voilà, il n'y a pas d'Europe sociale, on peut toujours dire que c'est parce qu'il y a un méchant Barroso. Sans marge de manœuvre budgétaire, vous ne craignez pas, comme disent certains au PS, chez vous, une cure d'austérité ad vitam aeternam Non,
Non, je ne crois pas ça. En fait, je ne crois pas que c'est la fin de l'histoire. Et quand j'entends des gens dire on ne peut plus jamais rien décider, je leur dis arrêtez de vous présenter aux élections, parce que si vous ne pouvez plus rien décider, au moins allez au bout de votre logique, devenez maire, conseiller général, parce que là vous pouvez agir, mais arrêtez d'être candidat aux présidentielles, aux législatives. Non, mais reconnaissez que l'Europe aujourd'hui, elle fait plus rêver grand monde en fait. Ah oui, ça c'est sûr qu'elle ne fait pas rêver grand monde, mais je pense que si on essaie d'avoir un dirigeant politique, il n'est pas là pour faire du roman, mais pour parler de choses très concrètes. Le cœur du cœur de cette dérive de l'Europe, de son incapacité à s'intégrer, c'était la position d'indépendance de la Banque centrale européenne et sa politique monétariste. Autrement dit, la concession qu'on avait fait à l'Allemagne pour des raisons historiques chez les Allemands, d'avoir une banque qui était totalement paralysée. Or, ce changement est en cours. Pour sauver l'euro, la crise finalement, vous savez, la crise elle produit le pire, mais elle peut produire le meilleur. La crise oblige à une sorte, tout le monde est au pied du mur. Je ne dis pas que la solution est trouvée, mais déjà la Banque centrale aujourd'hui va avoir une politique monétaire qui n'est pas comparable à celle de la Federal Bank américaine, mais quand même, aujourd'hui, on va lutter contre la spéculation, on peut produire, et un jour ou l'autre, on aura ces fameux eurobonds pour acheter des dettes. Mais au-delà de ça, on est dans un tournant quel. C'est pour ça que j'ai voté le texte, parce que quand on me dit le texte, définitivement, il y a une telle crise en Europe que c'est une question de confiance, je dirais comme dans un couple. Il y a un moment, soit on regarde simplement l'aspect formel de la crise, soit le fond. Si vous aimez encore votre partenaire, vous passerez au-dessus des difficultés. Si vous ne l'aimez plus, n'importe quel prétexte servira à la séparation. Je n'exclus pas que peut-être certaines nations fassent sécession à l'Europe ou que d'autres se regroupent. En tout cas, on sent que le compromis gentillet, on passe maintenant à un stade définitif. Est-ce qu'on vit ensemble pour plus longtemps ou est-ce qu'on se sépare ? C'est donc des questions extrêmement plus profondes que des questions économiques qui sont en jeu. Et ça explique aussi les votes. Il ne faut pas se cacher derrière le doigt. Derrière le texte, il y a aussi des gens qui ne veulent pas de l'Europe et qui pensent que finalement, au-delà de la nation, point de salut. Une question de Bernard Gors. En cette fin de semaine, les socialistes, les militants socialistes votent pour la motion et le futur premier secrétaire. Est-ce que la façon dont a été amené le nom d'Harlem Désir est tout à fait à la hauteur du renouveau démocratique qui avait été introduit au PS avec les primaires ? Non, sans qu'il y ait un petit écart, que les primaires ont été un moment extraordinaire. C'était plus de 3 millions de personnes qui ont choisi notre candidat au présidentiel, mais elles viennent de naître et la culture d'un parti politique, elle ne se change pas comme ça du jour au lendemain en disant non, on va faire maintenant des primaires de premier secrétaire. D'abord, je ne suis pas sûr que ça intéresserait autant de monde que ça, pour être sincère. Et puis l'autre chose, c'est que peut-être qu'aussi l'arrivée d'Harlem Désir, qui n'est quand même pas, je dirais, dans un parcours classique de premier secrétaire du PS, pas de grandes écoles, pas de grandes familles, pas de copinage, n'ayant pas connu, je dirais, un réseau, qui a quand même le sérieux d'appareil. Peut-être que justement, c'est sa grande tâche de mettre ce parti en adéquation avec ce qu'il a offert à l'extérieur. Autrement dit, de faire que l'arrière du magasin ressemble à sa vitrine. C'est un des grands travaux. C'est quoi le rôle du PS quand le Parti socialiste est dans la majorité ? C'est une grande question, puisqu'on a pu constater que l'UMP, pendant les 5 dernières années, n'a pas su trouver un rôle. À part de temps en temps être la machine à propagande quand les choses vont mal, d'ailleurs, en général, pas quand les choses vont bien. C'est un des grands enjeux. Est-ce qu'une formation politique peut exister en dehors de l'enjeu présidentialiste ? Jusqu'à présent, sincèrement, ce parti est une une formidable machine électorale, mais qui s'est beaucoup affaiblie sur son travail intellectuel et politique. Et c'est un des grands challenges qui attend Harlem Désir. Avec Harlem Désir à la tête du PS, c'est la revanche de la diversité ? Non, mais c'est un signe, je ne passerai pas ça sous le signe de la revanche, loin de là, mais c'est quand même un signe... Je n'ai pas utilisé le mot revanche par hasard. Oui, j'ai bien compris. Mais ce n'est pas parce que vous-même vous êtes pressionné que vous devez avoir un sentiment de revanche. En tout cas, moi, y compris par rapport aux obstacles que j'ai pu connaître dans ma vie politique, quand je franchis un cap, je ne me retourne pas vers le passé en me disant « maintenant vous allez voir comme je vais me venger ». Au contraire, j'ai intérêt à démontrer comment ça a été une erreur de barrer la route. Et je pense que si Harlem Désir, à mon avis, en tant que premier secrétaire, il va plutôt être dans un état d'esprit de promotionner, de montrer que finalement, il y a une génération qui a des choses à apporter à la vie politique. Alors, je vais poser la question différemment. Vous êtes réconcilié avec le Parti socialiste ? Moi ? En partie oui, en partie non. Je ne retire rien aux critiques de fond que j'ai émises. Après, il y a des moments durs et il y a des moments moins durs, mais c'est la vie politique. S'il n'y a pas de vraie primaire pour désigner le futur responsable du Parti socialiste, il y en a une à droite, en revanche. Est-ce que vous voyez une différence de fond entre Jean-François Copé d'un côté et François Fillon de l'autre ? C'était une question de Bernard Gors pour La Croix. Je suis, n'étant pas un exégète des programmes de la droite, j'en vois pas. Simplement, il me semble que si on n'a pas de langue de bois, on voit petit à petit que le premier cercle de Nicolas Sarkozy a basculé du côté de M. Fillon. Donc,
de deux choses l'une, soit M. Fillon est plus proche de Nicolas Sarkozy que ne l'est M. Copé, mais sur quoi le fait d'avoir été Premier ministre, soit peut-être que M. Fillon est potentiellement un candidat au présidentiel moins fort ou pas sur le même segment que M. Sarkozy. Il y a beaucoup de calculs en politique aussi qui peuvent avoir lieu. Maintenant, c'est clair que moi, je décernerais au moins une différence. J'accorde à M. Fillon le fait de ne pas mettre par-dessus bord toutes ses valeurs et tout son comportement pour atteindre ce petit poste. Contrairement à M. Copé, dont on voit qu'à chaque fois qu'il veut gravir un échelon, il est capable de tout et de n'importe quoi d'ailleurs. Malek Bouti, vous êtes toujours passionné de football ? Absolument. L'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain, vous êtes un fervent supporter du Paris Saint-Germain, ça ne vous gêne pas ? Non, ça ne me gêne pas et je suis vraiment très interrogatif par rapport à tout le débat autour. Voilà une nation de gens qui investissent en France, dans le sport, dans des secteurs économiques. J'allais y venir. Dans les banlieues, ils vont investir dans les banlieues. Oui, ça, je demande à voir. Attendez. Oui, je demande à voir, parce que ce n'est pas les premiers ou la première fois que j'entends qu'on va amener des milliards dans les banlieues. Mais en dehors de ça, quand Colony Capital était le principal actionnaire du Paris Saint-Germain, il était américain. Bon, les Américains, honnêtement, sont beaucoup plus un adversaire économique et concurrent. Ce n'est pas une démocratie, vous le savez comme moi, donc c'est quand même pas la même chose que les Américains. La Chine non plus, et puis d'autres pays non plus. Mais si vous voulez, on peut dire aux industries françaises de ne pas les vendre dans les pays non démocratiques, de ne pas travailler avec eux, etc. La vérité, c'est qu'il y a une société où l'argent joue un rôle, où le capital joue un rôle. Parfois, on nous reproche d'être trop étatiste. Pour ma part, je suis pour une régulation. Je ne veux pas qu'on prête aux Qataris d'autres intentions qui sont les leurs. Ils font du business, ils font des affaires à leur manière, et ils doivent être traités en tant que tels. Et ce n'est pas infamant. Et pour l'instant, je dirais, en dehors de l'aspect footballistique, notre pays a plutôt intérêt à plaire aux investisseurs qu'à commencer à les trier, parce que sinon, il n'y en aura plus beaucoup. Et si le Qatar, alors admettons que le Qatar investisse dans les banlieues, ce n'est pas quelque part tout de même un abandon de souveraineté, on laisse un pays étranger investir dans les entreprises dans les banlieues ? Peut-être, mais moi je vais vous dire où est-ce qu'on a des abandons de souveraineté. Quand l'ensemble de l'économie d'Internet est contrôlé par les Américains, quand l'ensemble des communications, y compris gouvernementales, finissent directement dans les bureaux de la Maison-Blanche ou des services américains, quand l'ensemble des Français sont en train de s'inscrire dans le plus grand fichier mondial qui n'ait jamais constitué, qui s'appelle Facebook, et qu'on laisse faire ça, et qu'on l'encourage, qu'on va le faire dans les écoles, etc., on est dans un suicide économique et de souveraineté qu'on va payer pendant des années. Et ça, on n'en parle jamais parce que ça a l'air sympa. Alors je veux bien qu'on mélange tous les fantasmes et qu'on s'attaque à l'ombre, mais la proie, elle est ailleurs. Alors, un pronostic, Paris Saint-Germain, champion de France, finaliste de la Champions League ? Champion de France, je ne pense pas finaliste de la Champions League. Je pense qu'on a les moyens aujourd'hui d'être très fort dans le championnat de France, mais il faut un degré supplémentaire de maturité pour dominer l'Europe. Mais pourquoi pas ? Et puis ce serait un bon signe pour notre pays. Peut-être ça nous sortirait un peu de ce discours un peu de victime qu'on a tout le temps par rapport à tout, où on est des losers surtout, qu'il est loin le temps de 98 et de la fierté nationale qu'on avait connue. Vous rencontrez Nicolas Sarkozy dans la tribune du Parc des Princes ? Oui, je l'ai rencontré, je lui ai serré la main parce que je suis quelqu'un de républicain, courtois, que c'est plutôt un gars sympa, peut-être pas politiquement, mais en un sympa. mot, votre sentiment, il reviendra en politique ? Personnellement, j'ai pas un doute. J'ai pas un doute parce que depuis ce soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, j'avais été très frappé par son discours de fin, où j'avais vraiment l'impression honnêtement de voir la fin de la première saison d'un film. C'était fin de la première saison et on sentait presque dans la mise en scène, on se disait « Ah, il va y avoir une deuxième saison ». Ça faisait pas tellement retraité, d'ailleurs il ressemble pas tellement à un retraité. Merci Malek Bouti, fin de cette émission Face aux chrétiens que vous pouvez bien sûr retrouver sur KTO, sur Radio Notre-Dame, RCF et dans le quotidien La Croix. Bonne semaine à tous.